Bonjour à tous. Du coup, on va vous proposer de démarrer ce webinaire, un des derniers webinaires de l'année pour Actuelia. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du sujet des politiques écrites et après 6 années de mise en œuvre de Solvabilité 2, de voir finalement quels enseignements, quelles grandes leçons tirées de ces années de pratique, notamment en matière de gouvernance et de politiques écrites. Alors, on dit que c'est un des derniers webinaires de l'année. On en a un dernier qui aura lieu la semaine prochaine, le 14 décembre, et qui aura pour objet le sujet de la qualité des données, hein, sur un autre sujet fort d'actualité en ce moment. Donc, on vous invite aussi à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour cette session. Du coup, on sera deux côtés Actuelia pour animer ce webinaire, donc deux intervenants. Pour le coup, on est tous les deux avec une certaine pratique des sujets réglementaires et notamment des sujets en lien avec la gouvernance Solvabilité 2. Donc, moi, pour ma part, je suis Franck Kobza, associé au sein du cabinet Actuelia. Et je travaille depuis une quinzaine d'années sur les thématiques réglementaires en lien avec Solvabilité 2. Et du coup, effectivement, pour ma part, donc, je suis Kevin Ma, senior manager au sein du cabinet et actuaire de formation également. Et donc, effectivement, j'ai pu accompagner un certain nombre d'organismes d'assurance sur la mise en place et même le côté mise à jour aussi des politiques écrites. Donc, c'est avec un peu d'expérience, effectivement, qu'on intervient aujourd'hui pour partager justement, du coup, les bonnes pratiques sur les différentes politiques écrites. Alors, avant de commencer, on souhaitait partager avec vous quelques mots sur l'actualité du cabinet pour vous dire qu'Actuelia poursuit son développement. Nous sommes aujourd'hui plus de 35 consultants et on intervient du coup sur des problématiques actuarielles toujours de plus en plus variées. Et pour certains, comme vous l'aurez noté, le cabinet va fête actuellement son 10e anniversaire et ça va être une année assez particulière, qu'on souhaite riche en événements et bien sûr heureuse pour tous. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en me remettant un peu dans le contexte des politiques écrites. Je passe la main à Kevin pour vous parler de ça. D'accord. Donc effectivement, l'idée c'est de recontextualiser ce qu'est une politique écrite, parce que finalement, faut bien avoir en tête qu'une politique écrite, au final, c'est quelque chose qui s'instaure dans le cadre du pilier 2 de la directive, hein, où l'objectif c'est quelque part de démontrer la solvabilité de l'entreprise au travers de critères qualitatifs. Donc là, vous allez prouver à la CPR finalement que vous êtes solvable via vos règles de gestion interne. Donc le fait de montrer que vous avez des politiques écrites, quelque part, ça prouve que vous allez gérer l'entreprise sur du court et moyen terme de manière saine. Et donc, c'est dans ce contexte-là, effectivement, on est vraiment dans la gestion des risques. Et du coup, le côté politique écrite va avoir vocation à justement présenter finalement l'ensemble de ce qui devrait se passer finalement en interne de l'entreprise. Alors, dans cette diapo, on voulait vous partager un panorama des politiques pour présenter un peu les grands sujets sur lesquels ces documents-là doivent porter. Alors, on a essayé de recenser ici une bonne partie des références de politiques écrites, sachant qu'il n'y a pas une liste aujourd'hui exhaustive qui existe, du moins une liste officielle publiée par la CPR. Il y a beaucoup de thématiques qu'on va retrouver dans la directive sur l'habilité 2, dans mesures de niveau 2 des règlements délégués, dans les notices ACPR, dans les différents codes auxquels vos organismes sont assujettis. Et on va même pouvoir trouver des politiques dans d'autres référentiels que Solvabilité 2, avec d'autres directives principalement européennes qui vont s'imposer à vos organismes. Donc, on a essayé ici de les lister selon une certaine catégorie, en disant d'un côté, on va avoir la partie gouvernance des risques avec la politique gestion des risques et les sous-thématiques à adresser risque par risque. Donc, nous va vous parler juste après. Une thématique vraiment autour de l'organisation, la gouvernance, une partie dédiée à la gestion financière. On va voir qu'il y a pas mal de politiques aussi qui vont tourner autour des travaux des fonctions clés avec un certain nombre de prérogatives associées à ces fonctions.
et on a fait une famille aussi plutôt en lien avec l'information, le reporting, sachant qu'en complément de ces briques-là, on a essayé de positionner les nouvelles politiques qui sont sorties, soit au travers de nouvelles directives, comme c'est le cas par exemple avec DDA, Directive pour la distribution d'assurance, qui impose une nouvelle politique écrite sur la gouvernance des produits, ou même depuis ces dernières années avec la montée en puissance des cyber-risques, une politique dédiée à la sécurité des systèmes d'information. Donc, on va essayer voilà, ici de vous retranscrire quelques points clés ou quelques messages importants autour de chacune de ces politiques. C'est un peu l'objet de ce webinaire. Oui, alors ici, on vous avait proposé effectivement sur le panorama une certaine manière de catégoriser les politiques écrites, sachant qu'on a pu rencontrer un certain nombre d'autres manières de faire avec des familles de politiques qui peuvent obliger les organismes à mettre en place un suivi de seuil, suivi d'indicateurs à réaliser, notamment sur tout ce qui est gestion des risques, ORSA, etc. Des familles vraiment en lien avec la conformité solvabilité 2 et d'autres politiques qui vont aussi être obligatoires, mais non en lien avec les travaux prudentiels. Et aussi, ce qu'on observe dans le formalisme de ces politiques, c'est que certains vont aussi proposer des découpages un peu plus fins que ceux qui sont imposés dans l'un ou l'autre texte. Aussi pour faciliter la mise à jour quand voilà, on doit le faire par métier, par filière, par activité d'assurance. Il peut y avoir un intérêt à sous-segmenter les politiques pour pouvoir plus facilement les faire vivre. Et donc, effectivement, dans le côté format, voilà. Dans le côté format, après, c'est vrai que ça fait maintenant presque 6 années, voire 7 années, qu'on est sous le régime S2, donc que les politiques existent. Et donc, l'idée, c'est de vous rappeler dans cette slide, au final, ce que doit contenir un minimum une politique, sachant qu'une politique, finalement, c'est un document qui va refléter, finalement, les objectifs que se fixe l'entreprise vis-à-vis de la thématique. Aussi, tout l'aspect personnes qui sont concernées par la politique, qui sont des personnes directement impliquées dans les phases de validation, qui sont des personnes qui doivent être destinatrices du coup des alertes s'il y en a. Et donc l'idée, c'est vraiment que la politique partage vraiment l'ensemble des objectifs de l'entreprise, les rôles et les responsabilités vis-à-vis des thématiques évoquées. Et finalement, ce qui est important, c'est le processus de circulation d'informations en interne et de remontée d'alerte. Une politique, finalement, elle a vocation à expliquer ce que fait l'entreprise. Mais si elle explique, si ce qui est fait est bien fait, finalement, il faut aussi que tout le monde le sache. Ou si demain, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque justement, on est en dehors de ce que fait la politique, et il faut aussi qu'il y ait des alertes qui soient remontées. Et donc, l'important, c'est vraiment de mettre en avant ces éléments dans les politiques. Et quand on va rédiger une politique, finalement, ce qui s'est passé jusqu'à présent, normalement les politiques, c'est validé et quelque part par le conseil d'administration. Aujourd'hui, comment c'est fait, c'est que finalement les opérationnels écrivent noir sur blanc ce qu'ils font, et effectivement tout ce qui est écrit du coup est relu finalement par le conseil d'administration lors de des séances de validation. Et si normalement le CA n'est pas d'accord avec ce qui est indiqué, effectivement, c'est là où on peut avoir des échanges sur les évolutions à apporter sur les politiques ou pas. Donc l'idée, c'est de se dire que quand on écrit une politique, on ne cherche pas à viser quelque part, c'est pas une cible qu'on vise, c'est vraiment d'écrire la réalité. Et si demain, on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes, puisque demain, ça va être la référence, si un contrôle de la CPR, vos politiques peuvent être un référentiel de contrôle. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de formaliser par écrit ce qui existe déjà et pas forcément atteindre la cible. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, aujourd'hui, quand vous allez mettre à jour les politiques, le formalisme est assez imposant, puisqu'au final, on arrive en conseil d'administration avec un gros paquet de politiques, et souvent, en fait, les politiques ont déjà été validées l'année passée.
Et ce qu'on explique, c'est qu'il y a certaines bonnes pratiques qui peuvent exister pour justement faciliter ces mises à jour. Alors déjà, première étape, c'est de raisonner sous format de delta. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on finalement, vous allez présenter aux administrateurs des grosses évolutions, en tout cas des modifications importantes qu'il y a eu d'une année à l'autre. Et du coup, le fait de valider uniquement ce qui a évolué, ça permet finalement de mettre en avant les points importants et aussi de comprendre ce qui se passe. Donc, il y a une question. Et effectivement, de faire valider finalement les nouveautés et les grosses évolutions. Et potentiellement, refaire valider aussi des informations clés des politiques. Ça, pour le coup, ça peut être pas mal. Aussi, lorsqu'on rédige une politique, la bonne pratique, c'est de mettre en avant finalement les services qui sont directement appliqués dans la mise à jour. Comme ça, s'il y a des questions qui se posent, on peut directement s'adresser au service en charge de la mise à jour du document. Et le fait d'avoir, par exemple, un sommaire général ou même une sorte de cartographie de l'ensemble des politiques qui existent, ça permet finalement de bien comprendre comment sont structurées finalement les différentes politiques et aussi essayer de comprendre aussi la logique derrière l'existence de chaque politique. Autre point qu'on peut voir et qui est aussi un point de bonne pratique, je dirais, c'est que finalement, on se retrouve avec un gros paquet de politiques à mettre à jour. C'est difficile finalement de bien mettre à jour tout en profondeur toutes les politiques. Et du coup, on a des organismes qui ont pris parti de se dire chaque année, on va mettre à jour des politiques qui étaient faites l'année passée avec justement des quelques points à mettre à jour. Mais on va aussi revoir en parallèle, en profondeur, une politique ou deux, soit semestriellement, soit annuellement. Du coup, mettre à jour quelques politiques, mais de manière vraiment profonde, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de voir si tout ce qui est dedans est encore conforme et potentiellement tout rédigé. Et donc, dans ce contexte-là, le fait de faire ça chaque année, finalement, il y aura tout le cycle de toutes les politiques qui vont y passer normalement, toutes les thématiques qui vont y passer. Et du coup, in fine, ça fait vivre le process de mise à jour et de manière, on va dire, astucieuse, puisque finalement, on va tout valider, mais aussi tout revoir au fur et à mesure. Sachant qu'après, il faudra bien définir le périmètre de travail, sachant qu'il y a des politiques qui sont plus stratégiques que d'autres. Donc, dans ce cadre-là, il faut bien définir aussi ce qu'il faut mettre à jour de manière profonde. Alors, du coup, pour ce qui suit, avec Franck, on a décidé de… Alors, avec Franck, on souhaitait vous partager du coup quelques points clés sur du coup les bonnes pratiques ou ce qu'il ne faut surtout pas oublier, par exemple, dans les différentes politiques que vous pouvez retrouver. Et donc là, on va faire une sorte de présentation par thématique des différents points qu'on souhaitait aborder avec vous. Alors, la première politique, finalement, va concerner la gestion des risques. C'est l'une des politiques les plus importantes puisqu'au final, on est sur vraiment le cœur du pilier 2 de la directive. Et dans ce cadre-là, du coup, c'est une politique qui est réglementaire. Et pour le coup, on vous définit clairement le périmètre minimal de la politique. Donc, c'est une politique qui va aborder la notion de souscription, provisionnement, risque opérationnel, gestion active passif, réassurance, liquidité, concentration, investissement. Et là, un premier point, c'est de dire que finalement, si on voit qu'il y a d'autres risques qui doivent être abordés absolument, il faut l'ajouter dans le périmètre de la gestion des risques. Et donc, dans ce contexte-là, le fait de parler de gestion des risques, il faut effectivement bien décrire le risque. Quand on parle de description des risques, au final, la meilleure approche pour aborder les différents risques dans les politiques, c'est d'adopter une sorte de méthodologie gestion des risques. Du coup, dans chaque thématique, l'idée, c'est de se poser la question, quel est mon risque? Donc, côté identifier les risques. Comment est-ce que je le mesure? Comment est-ce qu'aujourd'hui je le contrôle? Ça peut être comment je le contrôle, comment est-ce que je fais aussi pour l'éviter? Comment est-ce que je gère le risque et comment est-ce que je le déclare? Et dans ce contexte-là, effectivement, le fait de faire cette démarche pour toutes les thématiques, finalement, ça va nous permettre
de couvrir l'ensemble des risques qui sont identifiés. Et du coup, le fait de rédiger ça, ça permet au conseil d'administration et potentiellement au contrôleur de voir qu'on a bien tout qui est abordé et qu'on n'oublie rien finalement. Et que du coup, on a bien des process internes qui vont remonter finalement des informations clés sur les risques majeurs finalement qui sont couverts par l'entreprise. Autre point sur la partie gestion des risques, c'est le fait qu'en final, au cours des 2 dernières années, on a eu des publications de la CPR qui ont expliqué que la politique de gestion des risques, enfin, la gestion des risques, le système de gestion des risques doit inclure des process autour de l'utilisation du coup des technologies d'information et de communication. Donc ça, pour ceux qui ont suivi, c'est une orientation qui a été publiée en 2021, en juin 2021, et qui expliquait qu'aujourd'hui, les entreprises devaient intégrer dans leur système de gestion des risques, en fait, la notion de TIC, technologie d'information et de communication. Ça regroupe du coup l'ensemble de tout ce que vous mettez en place pour vous assurer finalement qu'il n'y a pas de risque sur l'utilisation, par exemple, des ordinateurs, du réseau, des VPN et de tout ce qui finalement va créer de l'information et la diffuser. D'accord ? Et dans ce contexte-là, on vous demande de clairement intégrer tout l'aspect gestion des risques des TIC dans ce fameux système de gestion des risques. Et donc, on s'attend à retrouver des informations dans le cadre de la politique de gestion des risques. Donc ça, quelque part, c'est une nouveauté. Une deuxième nouveauté va concerner du coup le côté durabilité, parce que depuis août 2022, la réglementation vous impose d'intégrer dans votre stratégie et votre système de gestion des risques la notion de durabilité. Et dans ce contexte-là, ça peut valoir le coup d'intégrer dans la politique de gestion des risques des notions justement, des notions de comment est-ce que vous allez gérer l'ensemble des risques qui sont rattachables à cette notion de durabilité. Donc, on peut parler des risques, par exemple, financiers ou même en termes de stratégie d'investissement, le côté assurabilité des risques et aussi le côté gestion des risques de l'entreprise, puisque le fait qu'on ne soit pas forcément dans une politique durable en interne, ça peut potentiellement causer par exemple des risques d'image, des choses comme ça. Et donc, bien évidemment, ça fait partie du coup c'est une notion qu'il faut absolument aborder dans la gestion des risques et qui est d'ailleurs demandée par la réglementation. Ensuite, du coup, sur la deuxième question. Oui. Alors, du coup, pour poursuivre sur ce que vient de vous présenter, effectivement, la gestion des risques, en complément sur la deuxième ligne de défense, on va retrouver effectivement le sujet du contrôle interne qui doit faire l'objet d'une politique écrite dédiée. Donc, en plus, bien sûr, de préciser dans cette politique finalement le périmètre ou le champ d'action du contrôle interne dans vos organismes, il y a effectivement un intérêt à préciser aussi finalement les outils sur lesquels votre contrôle interne travaille. Parce que effectivement, un des outils importants, c'est la cartographie des risques. Donc, cet outil-là, cet outil-là, il va être utilisé dans vos organismes, d'une part pour finalement identifier, mesurer, évaluer les risques opérationnels, mais on voit aussi de plus en plus d'organismes qui vont utiliser cette cartographie des risques et l'étendre, notamment dans une vision dite tout risque ou top risque, pour aussi faire le lien avec le sujet de l'ORSA, le sujet du besoin global de solvabilité. Donc, il y a un intérêt aussi à faire évoluer les politiques dans ce sens-là si dans vos organismes, on s'appuie sur la cartographie des risques opérationnels pour construire par la suite aussi la cartographie de risque pour l'ORSA. Et aussi, ici, l'idée, c'était de montrer l'intérêt d'avoir une dynamique finalement de réponse entre les politiques écrites et qu'il y ait bien du lien qui se fasse entre le contrôle interne et la gestion des risques, mais aussi entre la gestion des risques et l'ORSA. Et donc, pour montrer cette dynamique, en termes aussi de forme, les politiques écrites doivent finalement se répondre et faire des références les unes aux autres.
Et pour la troisième ligne de défense, sur la partie politique d'audit interne, l'idée, c'est qu'effectivement, l'audit interne, c'est quelque chose qui existe déjà depuis même avant S2. Hein. Et dans la politique, aujourd'hui, on décrit effectivement ce que fait l'audit interne. Et là, c'était plutôt pour le côté pratique. Au final, on s'est posé la question avec des acteurs qu'on accompagnait si finalement il ne fallait pas, par exemple, proposer d'intégrer ce qu'on appelle une sorte de rapport d'activité de la fonction clé en complément du rapport d'audit finalement, parce qu'effectivement, en tant que fonction clé, finalement, on doit se représenter, on doit intervenir en conseil d'administration au moins une fois par an pour expliquer justement le côté, quels sont les travaux qu'on a menés au cours de l'exercice. Et dans ce contexte-là, on a des acteurs qui ont intégré dans leur politique d'audit interne le fait que l'audit interne doive du coup, produire une sorte de rapport d'activité du coup, à destination du conseil d'administration hein, pour expliquer du coup, effectivement quels audits ont été conduits au cours de l'année, quels sont les potentiels sujets de réflexion en cours, aussi le côté suivi de plan d'audit et les recommandations par rapport au plan pluriannuel qui du coup est déjà existant et qui peut être dans le rapport d'audit interne actuel. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'enrichir finalement l'existant et d'intégrer du coup dans la politique des choses en plus qui pourraient faire bien vivre quelque part tout le système d'audit interne de l'entreprise. Alors du coup, dans la même lignée, une autre politique finalement qui est complètement liée aux travaux d'une fonction clé. Donc là, on va parler de conformité. Et dans cette politique-là, finalement, on va devoir trouver finalement la réponse de votre organisme au sujet de la maîtrise du risque de non-conformité. Comme le disait Kevin, cette politique, comme elle va traiter du sujet principal d'une des fonctions clés, va devoir lui fournir quasiment son plan de travail, son programme, ou du moins son cadre de travail. C'est vrai que en termes d'exigences réglementaires, cette fonction clé conformité a un plan de conformité à soumettre au conseil d'administration. Mais on peut aussi se poser la question, effectivement, puisque les sujets sont quand même assez transverses en termes de veille et de suivi de la conformité, de réfléchir aussi, comme ça a été dit sur l'audit interne, hein, un rapport annuel d'activité de la fonction clé. Parce que c'est vrai que les sujets, comme je vous le disais, touchent beaucoup de domaines. Ça va effectivement de la conformité des opérations, conformité juridique, avec le sujet de l'assujettissement à la CPR. Ça peut être de la conformité sociale, est-ce qu'on respecte bien le code du travail? Ça peut être de la conformité fiscale. Il y a vraiment un certain nombre de codes auxquels vos organismes doivent se conformer et qui tous font l'objet ou peuvent faire l'objet de veille et d'études de conformité par la fonction. Donc, il peut y avoir un intérêt à concilier tout ça au sein d'un rapport annuel d'activité, comme ça a été proposé pour l'audit interne. Du coup, sur l'ORSA, là, du coup, sur CESTA, on va avoir deux politiques. Donc, sur la partie ORSA, ce qu'il ne faut pas oublier finalement dans la politique ORSA, c'est de bien redéfinir effectivement le côté process. Quand est-ce qu'on doit s'attendre à faire des travaux ORSA? Qui sont les acteurs impliqués dedans? Quelle est finalement aussi la comitologie existante vis-à-vis du process? Est-ce que demain, si on fait un ORSA, il faut faire valider par exemple le BP par d'abord un comité, par le CA, ou est-ce qu'on peut directement travailler sur le BP? L'idée, c'est vraiment de mettre à plat finalement tout le côté process et d'expliquer du coup à quel moment est-ce qu'on considère qu'un BP est validé, à quel moment est-ce qu'on considère qu'un ORSA est fait, est faisable. Et aussi, point important qui est mis aussi en avant dans les échanges ACPR, c'est qu'il faut absolument que dans la politique, vous définissiez des conditions de déclenchement d'ARSA ponctuel. Parce que souvent, on se pose la question, demain, j'ai une grosse, par exemple, un gros portefeuille qui rentre qui veut rentrer. Est-ce que je dois faire un ORSA ou pas? Ou dans l'autre sens, demain, on commence à faire des grosses opérations
atypiques du style nouveau portefeuille ou alors gros investissement ou alors évolution de la structure de placement, on pense pas souvent, on pense pas forcément à tout le temps faire un ORSA en parallèle. Or, quelquefois, la CPR peut vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un ORSA à ce moment-là. Et dans ce contexte-là, c'est bien de bien rédiger noir sur blanc finalement quand est-ce qu'on fait un ORSA exceptionnel ou quand est-ce qu'on ne fait pas un ORSA exceptionnel. Sachant que l'idée après, c'est de trouver des conditions qui soient plus ou moins, on va dire, cohérentes avec votre profil de risque. Parce que si c'est de dire, je lance un ORSA exceptionnel dès que j'ai le double de chiffre d'affaires, ça n'a pas forcément sur son intérêt, mais c'est d'utiliser du coup des critères de déclenchement qui soient assez réalistes et qui changent significativement votre profil de risque. Autre point aussi en lien avec ce que j'expliquais sur la gestion des risques, c'est qu'on demande aussi, et ça c'est en lien avec la politique finalement, enfin le système de gestion de risque dans sa globalité, c'est que dans l'ORSA, on vous demande de tester justement les risques de durabilité sur le court et moyen terme, ou même dans le cadre du calcul du besoin global de solvabilité. Et dans ce contexte-là, finalement, c'est d'intégrer finalement dans la politique le fait qu'aujourd'hui, ça devient aussi un critère pour justement l'analyse des risques et l'évaluation interne finalement de la solvabilité de l'entreprise. Et dans ce contexte-là, ça vaut le coup de mettre à jour la politique et d'y ajouter ces deux critères. Un autre point, du coup, on est sur la deuxième politique de la slide, on est sur la partie politique PCA. Donc effectivement, avec le Covid, finalement, les différents PCA ont été activés, puisqu'il y a eu pas mal de plans d'entreprise d'activité assez rapide à faire pendant le confinement. Et dans ce cadre-là, souvent, vous avez pu tester vos propres PCA. Et c'est vrai qu'au niveau des politiques, ce qui souvent peut être mal défini finalement, c'est justement à partir de quand est-ce qu'on utilise un PCA, qu'est-ce qu'un événement redouté, qu'est-ce que finalement, quels sont les scénarios de crise qui sont couverts par le PCA. Et aussi le côté définition du temps de reprise acceptable. C'est-à-dire au bout de combien de temps, moi, je devrais théoriquement me mettre en place. Et du coup, je devrais reprendre mon activité. Et dans ce contexte-là, effectivement, il faut absolument que ces deux notions apparaissent dans le PCA. Et ça va vous permettre de savoir du coup si vos PCA finalement sont adaptés ou pas par rapport aux scénarios qui sont identifiés. Et dans ce contexte aussi, c'est aussi de dire aux opérationnels, écoutez, on a tout pour reprendre l'activité rapidement si jamais il y a un deuxième confinement qui arrive, si il y a une autre crise qu'on n'aurait pas anticipée qui arriverait. Finalement, le confinement, personne ne s'y attendait. Finalement, tout le monde a quand même bien pu travailler. Et ça, c'est pour éviter un deuxième plan d'urgence finalement. Et du coup, le fait de tout anticiper dans les politiques, ça permet de bien faire finalement les choses. Et aussi, ce qu'on peut voir aussi vis-à-vis des acteurs, c'est qu'on a un PCA, mais finalement, on n'est pas forcément sûr qu'il fonctionne. Et du coup, c'est bien finalement d'intégrer dans les politiques le fait de s'imposer finalement de se faire des tests vis-à-vis du PCA, donc de faire des choses assez simples, tests d'intrusion, cyberattaque, des choses comme ça, pour voir si on est finalement assez couvert ou pas, et si on a bien finalement un plan qui fonctionne pour reprendre l'activité assez rapidement. Je vois des mains levées, je ne sais pas si... Ouais, je pense qu'on prendra quelques questions à la fin effectivement de la présentation. Et du coup, oui. Et du coup, juste pour finir, du coup, par rapport à cette politique, aujourd'hui, la tendance, c'est tout ce qui est cyberattaque, demande de rançon, usurpation d'identité, etc. L'idée, c'est de voir du coup si votre PCA prévoit bien des dispositifs, des dispositifs justement pour faire face à ce type d'événement et reprendre l'activité assez rapidement si vous en êtes vous-même victime. Alors, ensuite, on souhaitait partager avec vous quelques réflexions sur le sujet de la qualité des données. Donc, comme vous le savez très certainement, avec Solvabilité 2 et les nouveaux calculs prudentiels, les organismes doivent démontrer que les données qui sont utilisées pour
calculer le ratio de solvabilité, et plus particulièrement le sujet des provisions techniques, du bilan prudentiel. Toutes ces données-là doivent être fiabilisées au travers d'un processus. Et on sait que la CPR communique régulièrement auprès du marché pour dire que c'est un des sujets un peu pauvres dans la mise en conformité solvabilité 2. C'est souvent là où il y a le moins de choses avancées ou de briques fiabilisées au sein des organismes. Et c'est vrai qu'en premier lieu, il faut documenter ce sujet au travers d'une politique écrite pour expliquer la stratégie de l'organisme qui vise à démontrer qu'elle a des données suffisamment fiables pour calculer ces ratios de solvabilité. Ça va de la définition des données, un dictionnaire, jusqu'à le référencement des contrôles, la mesure et l'évaluation de la qualité, le processus de remédiation pour expliquer comment on se met en ordre de marche quand on observe des insuffisances de qualité ou quand on observe des insuffisances de contrôle. L'autre point d'attention, effectivement, au-delà de dire que c'est un sujet qui n'est pas encore forcément mature auprès de tous les organismes, c'est aussi d'expliquer que souvent, ce qu'on observe dans la pratique, c'est que la politique, elle est formalisée, mais souvent comme une cible à atteindre, et en disant chaque année, on va essayer de rédiger un dictionnaire, on va essayer de fiabiliser les contrôles, on va essayer de mesurer un bilan qualité. Et il y a souvent un delta entre ce que les organismes font opérationnellement et ce qui est décrit dans la politique. Et ça, on a pu le voir à l'occasion de contrôle ACPR, où ce delta-là entre la réalité et la cible a pu être mis en évidence. Et du coup, on encourage bien sûr les organismes le plus possible à décrire la réalité de leurs opérations, quitte à présenter un état d'avancement et un plan d'action, plus que de dire on a mis en place des choses, mais que les choses ne sont pas existantes en termes vraiment de livrables, en termes durs au sein de vos entités. Donc là, pour rentrer plus dans le détail, effectivement, sur le contenu du processus qualité des données, on a un webinaire qui est dédié la semaine prochaine, le 14 décembre, et qui sera animé par nos équipes. Ok. Donc ça, c'est alors la politique suivante va concerner finalement ce qu'on va appeler la PGSSI. Donc c'est la politique de gestion de sécurité des systèmes d'information. Donc c'est en lien avec ce que je vous expliquais avant sur la partie gestion des risques au niveau des technologies d'information et de communication. Finalement, à la suite des orientations qui ont été publiées du coup en juin 2021, on vous demande de produire une politique de la gestion de sécurité du système d'information. Et dans ce contexte-là, finalement, c'est quelque chose qui est assez nouveau et les acteurs aujourd'hui commencent à la rédiger finalement. Et du coup, l'idée, c'est de vous partager, déjà, de vous expliquer ce qu'est la sécurité de l'information et de vous partager quelque part des grands principes qu'il faut connaître. Sachant que du coup, la sécurité de l'information, on vous demande déjà de dire qu'est-ce que vous faites pour vous assurer finalement de la préservation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des systèmes d'information ou des informations. Et dans ce contexte-là, on vous demande de rédiger une politique qui s'assure, qui explique plutôt comment est-ce que vous vous assurez de tous ces éléments. Et donc, il faut décrire finalement les process que vous utilisez, par exemple, pour vous protéger des attaques externes. Comment est-ce que vous faites pour protéger les accès dans votre réseau informatique? Comment est-ce que vous faites pour vous protéger des attaques sur le réseau physique aussi, par exemple? Et donc, tous ces éléments sont à faire figurer dans une politique qui s'appelle du coup la PGSSI. Et du coup, l'idée, c'est que vous fassiez une nouvelle politique qui soit complémentaire à celle de la gestion des risques, sachant que dans le process, dans la structure de la gestion des technologies d'information et de communication, on vous demande d'une part de faire évoluer la politique de gestion des risques, où vous allez prévoir justement qu'est-ce que vous allez mettre en place pour déjà identifier
mesurer, limiter et gérer les risques qui sont liés. Une fois que vous avez bien défini cette fameuse stratégie, cette stratégie, finalement, vous allez bien la décliner dans cette fameuse politique de sécurité d'information. Et je dirais que du coup, pour produire cette politique, il faut vraiment essayer de suivre ces étapes-là, parce que sinon, c'est difficile de directement, à partir d'une page blanche, se dire, voici ma sécurité d'information. Donc, le fait d'identifier quels sont mes risques et d'identifier du coup quelle est la stratégie que je mets en place pour justement me sécuriser vis-à-vis de ces risques, c'est la bonne démarche pour aller produire cette nouvelle politique. Et autre point clé qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, quand on lit l'orientation, on vous explique qu'il faut que vous mettiez en place aujourd'hui une fonction sécurité de l'information. Et cette fonction sécurité de l'information, alors ce n'est pas une fonction clé, mais c'est une fonction qui doit avoir accès à l'AMSB, l'organe d'administration de gestion et de contrôle, et elle doit rendre des comptes même à l'AMSB vis-à-vis de cette fameuse sécurité de l'information. Et dans ce contexte-là, la politique doit également définir justement le rôle de cette fonction, sachant que cette fonction, du coup, elle peut être portée, elle est souvent portée aujourd'hui par tout ce qui est direction informatique ou le DSI, la direction des systèmes d'information. Et dans ce contexte-là, effectivement, la politique doit finalement expliquer ce que fait cette fonction et finalement aussi qu'est-ce qu'elle va apporter, rendre compte à l'AMSB et aussi si jamais il y a des alertes, est-ce que à partir de quel moment la fonction sécurité de l'information doit alerter graduellement d'abord le DG, peut-être aussi le président et ensuite finalement le CA. Et dans ce contexte-là, il faut bien faire apparaître toutes ces informations dans les politiques. OK. Alors, du coup, on passe aux politiques plutôt en lien avec l'organisation, la gouvernance de vos organismes. Mais une première politique doit décrire les modalités d'externalisation, notamment d'activités critiques. Donc, dans cette politique-là, il va s'agir déjà de bien définir ce que vos organismes entendent par sous-traitance d'une activité critique. Donc là, de bien définir le périmètre et d'être en capacité de pouvoir bien identifier parmi vos différents sous-traitants lesquels vont rentrer sous le coup de cette politique. Et on peut retenir aussi finalement qu'une fois que ce périmètre de sous-traitants d'activité critique est défini, finalement, les sous-traitants, en particulier pour ces sous-traitants-là, vont devoir faire l'objet d'un suivi très particulier qui est encadré par la réglementation. Et on va trouver même, par exemple, dans l'article 274 des règlements délégués, qui nous a mis en référence ici, un certain nombre d'exigences autour de la relation contractuelle avec le sous-traitant. On va trouver aussi un certain nombre d'obligations du conseil d'administration qui va devoir engager un certain nombre de vérifications du sous-traitant au moment de choisir un prestataire pour traiter l'un ou l'autre sujet qui aura été défini comme critique pour votre entité. Donc, il y a un sujet sur déjà la définition, le périmètre, et ensuite de bien vérifier qu'on respecte tout le formalisme un peu imposant qui est exigé dans la directive et les règlements des équipes. C'est vrai que pour cette politique, finalement, la politique, elle est quasiment auto-rédigée parce que la réglementation l'impose. Et là, c'est vrai que dans la pratique, c'est plutôt vérifier qu'on respecte bien ce qui est fait, puisque finalement, l'idée, c'est que la politique soit bien appliquée en interne. Du coup, la politique compétence honorabilité, on est effectivement sur la politique qu'on appelle fit and proper. Donc, l'idée, c'est vraiment dans cette politique de rappeler quels sont les process prévus finalement pour former une nouvelle personne, pour aujourd'hui s'assurer qu'un opérationnel ou même un administrateur ou un dirigeant soit compétent et honorable. Et c'est vrai que du coup, dans ce contexte-là, souvent ce qu'on ne voit pas du coup dans la politique, ce sont vraiment le côté comment est-ce que vous vous assurez finalement que la personne soit bien compétente? Est-ce qu'il y a des évaluations, une forme d'évaluation finalement qui est faite? Comment est-ce que vous faites aussi pour le côté maintenance
et monter en compétence. Donc, le maintien finalement de l'actualité, le maintien de tout ce qui se passe par rapport à l'environnement, parce qu'on se dit finalement, bah, la personne elle rentre, elle suit un programme de formation et du coup c'est bon. Bah, finalement, non. Il faut aussi prévoir comment est-ce que finalement on va réactiver chaque année ben, des compétences vis-à-vis d'une thématique, hein. Et aussi préciser clairement quels sont les nouveaux dispositifs, quels sont les dispositifs qui sont prévus pour les nouveaux administrateurs ou même les nouveaux opérationnels, sachant que le côté opérationnel, on va plutôt du coup aller toucher des fonctions clés, mais on peut aussi prévoir dans cette politique compétence honorabilité le côté enfin, de mettre des dispositifs pour les opérationnels de manière plus générale et pas que finalement s'attarder que sur le côté AMSB, donc OAG, enfin, organisme d'administration de gestion de contrôle et fonction clé dirigeant effectif. On pourrait élargir pour pouvoir avoir justement une politique plus large. Alors ensuite, une dernière politique sur cette partie de l'organisation de gouvernance va traiter de la manière dont vos organismes gèrent les rémunérations des salariés, de voir comment vous êtes organisé pour justement gérer l'évolution des carrières et la manière dont vous rétribuez les salariés. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque organisme de décrire vraiment la comitologie en place, le process décisionnel. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même quelques points en particulier où il faut se prémunir de quelques conflits d'intérêts potentiels. C'est le cas notamment lorsqu'on va définir la rémunération des fonctions clés. La directive stipule clairement que la rémunération de ces fonctions-là ne doit pas justement être fonction de l'objet de leur contrôle. Pour éviter tout problème d'ordre du conflit d'intérêts. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a certains points clés sur la rémunération des dirigeants effectifs et des fonctions clés qui doivent être spécifiquement intégrés dans cette politique de rémunération. Et un dernier point d'attention en particulier, parce que ce n'est pas forcément un sujet qui est tout le temps connu et forcément du coup bien traité, c'est que cette politique en particulier doit être portée à la connaissance de tous les membres du personnel de l'entreprise. Donc, il faut réfléchir à la manière dont ça peut être fait et dont ça peut être communiqué pour être pleinement conforme avec les exigences de la directive. Okay. Pour la slide suivante, alors, on va parler du coup de politique de conflit d'intérêts, sachant que finalement, cette politique, jusqu'à l'année dernière, finalement, nous en tout cas, on n'en avait pas beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que finalement, au fur et à mesure des contrôles à cette époque qu'on a pu croiser, on demandait finalement la politique de gestion de conflit d'intérêts. Donc, finalement, c'est peut-être une nouvelle politique chez vous, mais c'est vrai que quand on lit la réglementation que j'ai repris dans la slide, la réglementation, donc c'est un extrait du règlement délégué, hein, explique clairement qu'il faut effectivement se doter de mesures et de procédures efficaces contre les préventions de conflits d'intérêts, etc., etc. Donc l'idée, c'est que dans cette fameuse politique, si vous ne l'avez pas encore faite quelque part, il faut produire une politique qui va expliquer finalement quelles sont les situations de conflit d'intérêts que vous pouvez avoir en interne. Ça peut être du coup des conflits d'intérêts de l'ordre personnel, économique, même vis-à-vis de la gouvernance. Hein. Si, par exemple, il y a des relations entre deux membres de la direction, je ne sais quoi, ben, ça peut créer de potentiels conflits d'intérêts, ou même sur le côté opérationnel. Hein, là, on est plus sur le côté comment est-ce que vous faites pour vérifier que ce produit ne va pas s'auto-valider, ne va pas s'auto-auditer, par exemple. On ne va pas auditer quelque chose qu'on a nous-mêmes produit. L'idée, c'est vraiment déjà d'identifier toutes les sources de conflits d'intérêts possibles. Donc, souvent, on a le cas sur les investissements, les prestataires externes, l'audit interne, la gouvernance, ou même sur le côté package de rémunération. Et donc, cette politique doit décrire finalement tout ce que vous allez prévoir pour justement, identifier le conflit d'intérêts.
Deux, s'il y en a un, sachant que ce n'est pas interdit, hein, bah, comment est-ce que vous allez faire pour le résoudre? Ou alors, si vous ne le résolvez pas, comment est-ce que vous allez faire pour suivre ces situations de conflit d'intérêts et faire des reportings, on va dire réguliers, pour dire que c'est bon, il n'y a pas de problème, ou alors s'il y a un problème, donc on va limiter ce cas, ou sinon il faut changer complètement la structure. Et l'idée, c'est vraiment d'articuler ça dans une politique et même d'évoquer des potentielles sanctions si justement le conflit est réel, hein, et que du coup, il y a eu finalement l'utilisation de la situation. La personne a utilisé son rôle de, par exemple, directeur financier pour investir dans une boîte dans laquelle il a des intérêts. Par exemple, ça peut être un cas de conflit d'intérêts. Et dans ce cadre-là, effectivement, prévoir les potentielles sanctions. Et effectivement, le fait de rédiger ça, ça va mettre noir sur blanc, finalement, les positions conflictuelles. Et ça va quelque part préparer, si jamais demain vous avez un contrôle à cette paire, ça va permettre de répondre aux questions sur comment est-ce que vous gérez vos conflits d'intérêts et aussi quels sont les conflits d'intérêts actuels. Et ça, dans la bonne pratique, je dirais même qu'aujourd'hui, pour les entreprises qui ont des potentiels conflits d'intérêts, je sais que par exemple, il y a des déclarations qui sont faites tout le temps en conseil d'administration, tous les mois, tous les 2 mois ou même une fois par an, sur des situations de conflit d'intérêt existants. Et du coup, il y a bien un suivi qui est fait. Et du coup, tout ce dispositif-là doit être décrit dans cette fameuse politique. OK. Alors ensuite, on aborde dans cette politique-là le sujet nouveau qui a été introduit par la directive sur la distribution d'assurance et qui fait mention dans cette directive l'obligation de définir une politique. Une politique, on l'imagine, assez calquée sur le modèle de celui qu'on a vu dans le contexte Solvabilité 2 et qui va devoir décrire la manière dont vos organismes gèrent le cycle de vie de la conception des produits d'assurance jusqu'au suivi, au pilotage. Voilà, tout ça doit se faire, non pas seulement que lorsque vous êtes porteur de risque, mais aussi pour tous les produits où vous pouvez être seulement intermédiaire ou distributeur. Et du coup, dans le cas aussi où vous faites appel à un réseau particulier pour distribuer vos produits, d'être en capacité de pouvoir impulser ces exigences-là auprès de vos partenaires pour vous assurer qu'eux-mêmes vont être en capacité d'entrer en conformité avec toutes ces exigences. Donc, il y a un sujet aussi de suivi de vos partenaires dans le cadre de la distribution des produits. J'ai vu apparaître rapidement une question qui traitait sur les nouvelles exigences de la CPR en matière de gestion des réclamations et de savoir si une politique devait être consacrée à cette thématique-là. Alors, je dirais que, pour donner une première réponse à une question posée, que pour le coup, cette thématique-là peut tout à fait entrer dans cette politique-là de gouvernance et de surveillance des produits, puisqu'on va jusqu'au pilotage et à la surveillance des produits. Donc, bien sûr, on peut intégrer aussi toutes les exigences que vous fixerez finalement en matière de gestion des réclamations. Donc, une nouvelle politique, pour le coup, hors scope Solva 2, mais qui est aussi issue d'une directive européenne. Ah, c'est moi aussi. Ouais. Oui, alors les deux dernières politiques sur lesquelles on va passer assez rapidement, parce que finalement, c'est des politiques qui sont plutôt bien rodées, je dirais, depuis les 6 derniers exercices prudentiels. L'idée, c'est juste d'expliquer finalement dans le premier bloc, gestion financière, le bloc orange, la manière dont vous êtes organisé pour produire le bilan prudentiel sur la partie valorisation des actifs des passifs. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'expliquer assez simplement votre organisation et votre manière de faire.
La deuxième, c'est plutôt sur la gestion des fonds propres. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer la manière dont vous êtes entré dans une dynamique de capital planning, de gestion prévisionnelle des fonds propres, comment vous classifiez vos fonds propres prudentiels pour le calcul du ratio de solvabilité, selon le fameux tiering. Donc là, c'est des politiques normalement qui sont censées vraiment refléter la manière dont vous composez votre solvabilité en fin d'année. Il y a une troisième politique pré-hypothécaire qu'on rencontre très peu. Il faut vraiment disposer de ce type de montage financier pour décrire justement précisément la manière dont ça fonctionne chez vous. Donc, on n'a pas grand-chose à vous remonter en particulier dessus. On la voit très peu en pratique dans les organisations. Enfin, les deux dernières politiques sur vraiment le reporting, l'information au public, aux superviseurs. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer assez succinctement comment vous répondez aux attentes de ces deux entités, avec quelles ressources, avec quels outils, sous quel délai, et d'expliciter tout ça assez simplement dans les politiques écrites. Ici, il y avait peut-être un petit point d'attention sur l'information au public. On a eu certaines questions qui nous ont été remontées sur la disponibilité des rapports SFCR sur vos portails Internet. Souvent, certains organismes raisonnent en annuler remplace. On met le rapport, on mettra le rapport 2022 en remplacement de celui de 2021. Alors, il faut savoir que dans le cadre des exigences autour de la transparence, les rapports doivent être disponibles pendant une durée de 5 ans. Donc voilà, il faut retenir un certain historique de ces rapports en ligne et aussi de se tenir en capacité de pouvoir les envoyer sous la forme de papier, même si ce n'est pas très green, si vous recevez des demandes en direct. Finalement, du coup, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit et par rapport à la conclusion sur ce webinaire, donc, quels sont les enseignements après 6 ans de pratique? Le côté du coup production et mise à jour des politiques, finalement, c'est un processus qui aujourd'hui est bien en place en interne, mais c'est qu'on peut voir que chez certains organismes, ça peut être encore un process lourd en disant, OK, il y a cette liste de politiques à valider. Souvent, on est en chambre de validation, on passe en CA en chambre de validation. Et du coup, l'idée, ce serait de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour imaginer un processus pragmatique et fonctionnel. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de tout faire valider comme ça, ou est-ce que, par exemple, le fait de raisonner par delta, où on met directement ce qui a évolué d'une année à l'autre, ou alors on refait valider uniquement les points clés de la politique, est-ce que ce n'est pas de bonne pratique? Donc ça, quelque part, c'est à chacun de mettre en œuvre finalement le dispositif qui va au mieux correspondre à l'entreprise, sachant qu'effectivement, il y a des conseils d'administration qui sont très lecteurs ou pas. Il y a des conseils d'administration qui sont demandeurs de choses simples. Il y a des conseils d'administration qui veulent plus de détails. Donc ça, effectivement, ça dépend de chaque structure. Et effectivement, il faut faire vivre les politiques d'une année à l'autre. Donc, l'idée, c'est de trouver une sorte de process qui permette de bien faire vieillir finalement les politiques et que les politiques traduisent toujours la réalité opérationnelle du moment. Parce que si on est sur une politique qui devient vieillissante et qui ne correspond plus à la réalité, finalement, si demain vous avez un contrôle, on peut vous dire dans la politique, c'est marqué que vous devez faire ça, mais vous ne le faites pas, on peut vous le reprocher. Et du coup, ça va en lien avec le point 2, c'est que du coup, effectivement, aujourd'hui, les politiques doivent décrire la réalité de l'entreprise et ce n'est pas une cible à atteindre ou alors des règles obsolètes. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'à minima, quand vous allez mettre à jour ces politiques, que ça soit bien ce qui soit dans les politiques et que ce soit bien vrai dans la vraie vie. Autre point sur lequel on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est qu'on se dit que quand vous rédigez une politique, pour le côté justement concis et efficace, il ne faut pas hésiter à faire interagir les politiques entre elles. Par exemple, pour parler de politique de conflit d'intérêts, on parle de politique d'audit interne, on parle de politique de rémunération. Potentiellement, les trois, on peut avoir
des sujets qui se recoupent entre eux. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter, par exemple, dans la politique de conflit d'intérêts, de faire un lien vers la politique de rémunération en disant, écoutez, pour cette situation-là, on l'a déjà prévu dans le cadre de la politique de rémunération. Ou par exemple, Orsa et gestion des risques, ce sont deux sujets liés. Ne pas hésiter à faire des passerelles finalement entre les deux politiques. Ça va alléger finalement la politique en elle-même et ça va aussi permettre une meilleure visibilité finalement de la lecture de la politique. Autre point clé, c'est que comme vous l'avez vu, finalement, il n'y a pas de liste exhaustive de toutes les politiques à faire. Et du coup, le meilleur moyen de se tenir au courant finalement de ce qu'il faut faire, c'est de suivre l'actualité. Parce que vous allez avoir des publications à la fois réglementaires ou même des orientations qui sont diffusées par la CPR, ou même le fait de participer par exemple à des groupes de travail au sein d'une fédération, ça permet de comprendre déjà quelles sont les politiques qui existent chez les uns ou chez les autres, et de se poser la question finalement, est-ce que ce n'est pas une politique que je devrais aussi avoir en interne? Et dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut finalement suivre l'actualité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont découvert qu'il y avait une politique de conflit d'intérêts à faire, etc. Bon, ça, il n'y a pas de formalisme réglementaire. Ce sont des choses à suivre. Dernier point, c'est suivre aussi quelque chose d'intéressant. Donc, c'est tout ce qui est révision S2, parce qu'effectivement, ça peut influencer demain votre manière de travailler. Dans les tuyaux, la révision S2 telle qu'elle est définie aujourd'hui, il n'y a rien de définitif. C'est que la nouvelle révision prévoit qu'on définisse une sorte d'organisme à profil de risque limité. Et dans ce cadre-là, l'exigence de révision des politiques se ferait du coup une fois tous les 3 ans. Et ça, effectivement, du coup, ça peut potentiellement vous permettre d'aller de pair avec le fameux cycle que j'expliquais avant, où on se focalise sur des politiques précises à un moment donné dans l'année. Et du coup, le cycle de mise à jour, finalement, aurait tout son sens sur faire le fait que ce soit révisé une fois tous les 3 ans. Ça permet chaque année de valider un certain nombre de politiques, mais du coup de manière avec un volume plus faible. Ok. Et alors pour terminer, finalement, de demander côté Actuelia, quelles peuvent être les formes finalement d'accompagnement qu'on peut mettre en place au sujet des politiques écrites. Donc ça peut prendre plusieurs formes, soit vraiment de la production de nouvelles politiques, où là on peut arriver avec des trames, du benchmark, des bonnes pratiques et pouvoir ensuite adapter au contexte particulier de vos organismes. On peut aussi aider à mettre à jour des politiques actuelles sur la base d'échanges, d'entretiens avec les équipes opérationnelles, les instances dirigeantes. On peut auditer la conformité réglementaire des politiques et aussi vérifier si elles sont correctement mises en œuvre dans les faits. On peut plus généralement et plus globalement aussi assister opérationnellement à la mise en œuvre des politiques. Par exemple, sur la gestion des risques, on peut aider à la construction de tableaux de bord de reporting autour du suivi des risques. Sur le process qualité des données, on a beaucoup en ce moment de missions pour venir soit auditer le processus qualité des données, soit pour vraiment mettre en place la démarche, bâtir dictionnaire, répertoire des contrôles, mettre en place des estimations des bilans de qualité, formaliser les politiques écrites. Donc tout ça, on peut aussi aider vraiment opérationnellement à mettre en place la mise en œuvre, du moins les exigences qui sont inscrites dans vos politiques. Et bien sûr, on fait un certain nombre aussi de formations, d'animations d'ateliers de travail sur les politiques, que ce soit à destination des directions opérationnelles, des équipes, mais aussi des conseils d'administration. Du coup, on voit qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le fil. On va essayer d'en prendre connaissance et de pouvoir essayer d'apporter quelques réponses. Alors, si elles sont un peu brèves, on pourra bien sûr reprendre contact à l'issue du webinaire sans problème pour en discuter plus longuement. Donc, la première question sur le traitement des réclamations
imposé nouvellement par la CPR? Est-ce qu'il faut l'aborder dans une politique écrite? Donc là, on a dit effectivement que ça pouvait s'inscrire dans la politique de gouvernance des produits, mais ça pouvait aussi s'inscrire, comme ça a été proposé dans la question, dans celle relative au contrôle interne. Après, là, vraiment, on est sur voilà, les réclamations clients adhérents, et là, dans ce cas-là, ça peut avoir du sens de l'intégrer dans la partie gouvernance des produits. Ok, ensuite, il y a une question sur le côté, hormis le CA, le conseil d'administration, qui dans l'entreprise doit avoir accès aux politiques écrites. Alors déjà, effectivement, le côté conseil d'administration, c'est eux qui le valident, donc chez moi, ils ont bien accès aux politiques. Et je dirais que l'accès c'est en fonction de la politique en elle-même, de la thématique. Par exemple, si on est fonction audit interne, c'est intéressant d'avoir accès à la politique fonction, enfin la politique audit interne. Et je dirais que par contre, dans le cadre de certaines politiques, il y a des politiques qui doivent être diffusées dans toute l'entreprise. Par exemple, on parlait de la politique de rémunération. Donc ça, c'est une politique qui doit être diffusée à l'ensemble de l'entreprise. Et je dirais qu'après, au niveau de chaque thématique, finalement, elles doivent être diffusées selon le périmètre. Si par exemple, on a des fonctions clés d'actuariat, c'est bien qu'elle ait accès, par exemple, à la politique de gestion de risque, parce qu'elle doit émettre un avis sur la politique de souscription et la politique de réassurance, par exemple. Donc ça, je dirais que c'est vraiment au cas par cas. Et en théorie, dans la politique elle-même, on doit retrouver justement la liste de diffusion, je dirais, de la politique. Et ça, pour le coup, c'est à définir au moment où vous rédigez la politique. Et du coup, c'est quelque chose qui sera validé normalement en CE. Alors, une autre question, est-ce qu'un prestataire qui propose un logiciel de gestion des placements est un sous-traitant critique? Alors, là, on rentre dans des cas particuliers. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut se poser un certain nombre de questions, à savoir, est-ce que ce logiciel de gestion des placements est crucial dans le fonctionnement de mon organisme? Est-ce que j'ai des moyens de repli si jamais il y a un problème avec ce prestataire-là? Combien de temps ça me prend de retrouver un fournisseur de gestion des placements? À quel coût et sous quel délai? Et globalement, finalement, est-ce que il y a péril en la demeure si jamais le prestataire en question me posait souci à un moment donné dans mon activité? Donc, je dirais que ça dépendra de la manière dont vous êtes organisé, de savoir s'il existe des backups ou pas, d'autres fournisseurs déjà identifiés ou pré-identifiés pour pouvoir reprendre l'activité. Et en fonction, je dirais, on le classera ou pas comme étant sous-traitant critique. Pour faire le lien avec une question qu'on nous pose traditionnellement, vous, en tant que cabinet d'actuariat, quand vous calculez le bilan de solvabilité 2, est-ce que vous êtes considéré comme un sous-traitant critique? Je dirais que la réponse est à peu près dans le même ordre. C'est si on peut trouver par ailleurs un backup, a priori à des conditions équivalentes, il n'y a pas de raison qu'on nous considère comme étant sous-traitant critique dans la mesure où d'autant plus on s'impose nous-mêmes un certain nombre d'exigences, que ce soit en termes de compétences et d'honorabilité, en termes de continuité d'activité, en termes de confidentialité des informations. Enfin, toutes ces exigences, on se les impose également à nous-mêmes, et ce qui fait que il n'y a pas de raison majeure de nous référencer en tant que sous-traitant critique dans ce contexte. Il ne faut pas oublier que les sous-traitants critiques, il faut les déclarer à la CPR. Hein. Pour le coup, c'est en aparté. Mais... Alors, on a une autre question. Quelle est la différence entre charte d'audit et politique écrite, on imagine, d'audit interne? Là, pour le coup, c'est vrai que je dirais qu'il y a peut-être un switch de référentiel.
Pour moi, la charte, c'était finalement l'ancien des politiques écrites, comme à un moment donné, notamment dans le monde de l'actualité, on entendait beaucoup parler de la charte de déplacement, la charte d'audit qui régissait finalement le fonctionnement aussi du comité d'audit et avant la mise en place de la fonction clé audit interne dans le contexte de l'habilité 2. Donc, je dirais que dans ce contexte-là, s'il n'y a pas de grand écart entre ces deux documents dans vos organismes, il y a peut-être un intérêt à les rationaliser. Alors, ensuite, être à la fois décideur en matière d'investissement d'une entreprise d'assurance et acteur de la vie réglementaire d'un partenaire bancaire, peut-être sur le conflit d'intérêts. À voir. Enfin, alors, être décideur en matière d'une entreprise d'assurance. Alors, je lis la question. Être à la fois décideur en matière d'investissement d'une entreprise d'assurance et acteur de la vie réglementaire d'un partenaire bancaire de l'entreprise d'assurance peut-elle être source potentielle de conflit d'intérêts? Moi, je dirais que oui. Alors, déjà, tout ce qui est conflit d'intérêts, finalement, la définition, elle est interne. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce que ça peut être perçu comme moi, enfin, par moi comme un oui, mais peut-être pour vous, si vous arrivez à mettre en avant le fait que justement, il n'y ait pas de conflit d'intérêts ou alors que des situations de conflit d'intérêts, des sujets qui sont sources de conflit d'intérêts sont déjà élucidés et que du coup, la personne n'aura pas à traiter les deux, c'est bien déjà défini. Ben ça, c'est oui ou non un conflit d'intérêts selon votre définition. Et moi, tel que je le vois là, effectivement, on peut avoir un conflit d'intérêts dans le sens où on peut prendre des décisions chez l'assureur, qui peut avoir des conséquences chez le partenaire bancaire. Et dans ce cadre-là, justement, il faut lister, je dirais, des situations où il y a le potentiel conflit d'intérêts. Si par exemple, en tant qu'actionnaire ou membre du conseil d'administration, vous allez avoir des pouvoirs de décision, par exemple, sur l'assurance ou alors ça dépend où vous êtes, hein, sur l'autre, du coup, dans l'autre organisme où vous avez justement un intérêt, c'est de dire que du coup, quand il y aura des sujets sur ça, vous ne prenez pas forcément, vous ne pourrez pas voter ou je ne sais quoi. D'accord? Bon, après, ça dépend aussi de l'ampleur que vous avez, du pouvoir que vous avez sur l'autre entreprise. Ensuite, dans le même registre, la politique de conflit d'intérêt est-elle obligatoire? Ne peut-on pas l'intégrer dans les politiques déjà en place? Je dirais que pour le coup, réglementairement, il n'y a pas d'obligation de politique. Donc, la politique n'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que nous, on a des clients qui nous disent que la CPR leur a demandé cette fameuse politique. Donc, pour nous, c'est du coup plutôt par rapport à notre expérience de marché qu'on explique qu'il en faudrait une. Et effectivement, le fait d'intégrer, alors ça dépend aussi des situations, hein. Si vous êtes sur des conflits d'intérêts où il y en a potentiellement beaucoup, ça vaut le coup d'avoir une politique qui encadre le tout. Mais effectivement, si ce sont des petites situations où il y a des potentiels conflits d'intérêts et que ça fait bien l'objet d'un paragraphe dans une politique déjà en place, ça peut marcher aussi. Ça, il n'y a pas de souci, effectivement. Après, il y a quoi? Y a-t-il des politiques qui ne sont pas à mettre à disposition de la fonction clé conformité? Bon, après, je dirais que ça relève du bon fonctionnement interne et de la fluidité et de la transparence dans la circulation des informations, mais je dirais qu'a priori, la fonction clé conformité, il est bien de lui remonter le maximum d'informations possibles pour voilà, lui permettre aussi de bien comprendre tous les aspects, tous les mécanismes de fonctionnement de vos organismes qui peuvent être parfois complexes à fonder. Et alors, pour rebondir sur une des questions qui a été posée entre charte et d'audit interne et politique d'audit interne, on a eu certains commentaires qui disaient effectivement dans la charte d'audit interne, on va pouvoir trouver des fois des choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans la politique écrite. C'est tout à fait possible hein, si effectivement votre charte va décrire plutôt la manière dont finalement les audits vont se passer et quelle relation entre les services audités et les auditeurs.
rien n'empêche d'avoir ces documents qui peut être finalement complémentaire à la politique écrite, qui va plutôt expliquer le cadre, le fonctionnement global de l'audit interne dans vos organismes. Donc, oui, il n'y a pas non plus de position fixe arrêtée. Après, l'idée, c'était juste de dire que si vous avez deux documents qui vivent en parallèle et qui disent potentiellement la même chose, ça peut valoir le coup de les rationaliser. Mais si ils disent des choses voilà, complémentaires, il n'y a pas de raison de le faire. Du coup, voilà, on a essayé de répondre à la quasi-totalité des questions. On vous remercie encore pour votre participation à ce webinaire. Vous avez été nombreux, près d'une centaine au pic de connexion. Donc, c'est un sujet qui vous a plutôt mobilisé en cette fin d'année où on a compris qu'il y a beaucoup de conseils d'administration qui ont fait encore en novembre-décembre sur ces thématiques-là. On a essayé de vous faire un petit panorama voilà, des bonnes pratiques et des actualités associées à ce sujet. On vous remercie. On a un dernier webinaire qui aura lieu le 14 décembre pour la qualité des données. Et on vous souhaite, bien sûr, à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci.